bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui je vous propose une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de ma copine La Citadelle de mes lectures, donc Johanna, qui nous présentait les stand-alone de sa pile à lire, car en effet, comme elle le souligne si bien, on parle très souvent des sagas mais très peu finalement de nos stand-alone qui sont dans nos piles à lire. Sa vidéo m'a inspirée, j'ai commencé à sortir tous les stand-alone de ma bibliothèque. Au début j'ai commencé par le fantasy et le YA. Ça allait. Et puis j'ai commencé à faire les autres genres et là en fait je sortais toute ma bibliothèque, puisque c'est vrai que pour les autres genres je lis à 90% des stand-alone, puisque c'est pas trop, à part le cozy mystery, le genre qui se prête vraiment à des sagas. Il y a les sagas familiales, il y a quelques sagas de thriller, mais c'est quand même en marge. Du coup j'ai décidé que j'allais vous présenter que la fantasy et le YA, sinon on en a pour 1000 ans. Donc j'ai rajouté YA bien intelligemment, puisque le premier livre que je vais vous présenter, c'est le seul qui n'est pas vraiment de la fantasy fantastique, mais j'avais très envie de le montrer parce que je suis trop contente de l'avoir. C'est If We Were Villains de M.L. Rio, donc c'est pas du tout de la fantasy, c'est plutôt de la Dark Academia, mais j'étais trop contente qu'ils traduisent enfin ce titre, du coup je le mets là, voilà, parce que je l'ai acheté il y a pas longtemps, qu'il est beau. Voilà, c'est l'histoire d'Oliver qui a pris un peu des années de prison pour le meurtre de son ami quand il était dans ses années universitaires, sauf que il sort de prison, je crois que c'est 10 ans plus tard, et évidemment il n'a pas commis le meurtre, donc on va retourner en arrière dans le passé d'Oliver pour comprendre ce qui s'est passé. C'est de la Dark Academia, j'adore ça, donc j'ai très hâte de le lire. D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai toujours pas lu. Un incontournable de ma pile à lire, puisque depuis que je l'ai, je dis que je vais le lire, je ne lis jamais, Vespertine de Margaret Rogerson. Je crois que Mira Zonchi, donc Marie, fait une lecture commune ce mois-ci. À vérifier. C'est une fantaisie qui parle de nécromancie, puisque vous avez Artemisia qui est une espèce de nonne qui va purifier le corps des défunts, et il va y avoir je crois des esprits défunts qui vont réveiller un esprit un peu maléfique, un peu antique, qui est piégé dans une relique. Et du coup je ne sais toujours pas pourquoi je ne lis pas ce livre, vraiment. Je pense que c'est parce que je n'ai pas été super hypée par Sorcerer Thorns et plus récemment Enchantment of Raven. Je vous en parlerai dans un point lecture, mais je l'ai lu un peu pour le lire et clairement j'ai pas été super fan. Donc voilà, mais celui-là, je sais pas pourquoi, je sens que c'est peut-être celui des trois qui me plaît le plus, donc faudrait quand même que je le lise. Un autre livre très automnal, La Voix des Ondes de Frances Hardinge, qui va parler également de fantômes, et de fantômes qui vont en fait manipuler et prendre possession de certains personnages, notamment notre héroïne. Celui-là, je devais le lire avec Dylan de Vintage Navy Books, je crois que c'est toujours d'actualité. Le truc c'est qu'on a lu, enfin on a tenté de lire La Lumière des Profondeurs de la même autrice, et ça a été un gros fail, du coup c'est pour ça que ce livre n'est pas dans nos priorités je pense. Ensuite, Les Disparus du Pays Imaginaire de Hayden Thomas, publié chez Sabran. C'est une réécriture de Peter Pan avec Wendy qui avait été kidnappée avec ses deux frères et puis retrouvée toute seule. On ne sait jamais ce qui s'est passé, et quelques années plus tard il y a d'autres enfants qui disparaissent et du coup Wendy elle va être sur le coup. J'ai peur, j'ai très peur, je sais pas pourquoi. Parce que je pense que Peter Pan, ça a une place spéciale dans mon cœur. Quand j'étais petite, c'était l'un de mes dessins animés préférés avec Cendrillon et Hercule. Même si Hercule au top. Et du coup, je vous avoue que, je sais pas, j'ai peur. J'ai entendu des retours un peu mitigés en plus dessus, donc je suis pas convaincue. Bon après je l'ai, donc faudrait que je le lise, mais c'est pas un livre que je vais me dire ah j'ai trop envie de le lire tout de suite. Donc voilà, un jour peut-être, ça viendra, il faut pas forcer les choses. Mais voilà, il me fait un petit peu peur celui-là. Je vais un peu vite, mais en même temps je les ai pas lus les livres, donc j'ai pas trop envie d'épiloguer et de vous dire des bêtises, donc je préfère aller plutôt vite et raconter ce dont je me souviens, surtout que je ne lis même pas le résumé avant de vous les présenter. Voilà, ça va un peu vite, mais en même temps c'est plutôt une vidéo présentation, donc bon c'est pas très grave. Un autre de Saxus, Le Livre de la Nuit d'Holly Black. Ça je me souviens quasiment plus de ce que c'est. Je crois qu'il y a une sorcière, une question de magie un peu de la nuit, du crépuscule. Je n'ai aucune idée, je me rappelle plus du tout. Je sais juste que ce livre a fait tellement débat, il y a eu tellement d'avis très mitigés que pareil, je suis pas dans ma top liste. Par contre je crois qu'avec Virginie, avec qui je lis une lecture par mois, je crois qu'on avait décidé de le lire bientôt. Donc je vous dirai quoi, je vous dirai ce qui se passe, mais en tout cas je sais pas, j'ai une appréhension aussi sur celui-là, et en même temps peut-être que si j'y vais en m'attendant à rien, je peux être agréablement surprise. De toute façon, je vous tiens au courant, et c'est le défilé des deux Saxus
puisque j'attrape Cendrillon est morte de Kailyn Byron. C'est une réécriture de Cendrillon. C'est un petit peu la thématique apparemment. Je vous ai dit, Cendrillon c'est un de mes dessins animés préférés, donc forcément dès qu'il y a une réécriture je suis intéressée et à la fois un peu frileuse. Celui-là je vous avoue que je l'ai pas encore sorti simplement parce que ces derniers temps j'ai lu pas mal de réécritures de contes. Enfin quand je l'ai acheté j'avais lu pas mal de réécritures de contes, notamment de Cendrillon, et du coup j'avais besoin d'une petite coupure, d'un break. Il est pas très long donc en soi ça peut se faire un peu n'importe quand, mais voilà, j'avais besoin d'un petit break des réécritures de contes, notamment de Cendrillon, pour pas faire une overdose, et puis pour surtout en garder pour plus tard, parce que si je les lis toutes après, bah j'en aurai plus. Donc voilà, pas que je ne suis pas intéressée, mais voilà, on est donc dans un futur, hein, on n'est pas dans Cendrillon, et les adolescentes doivent faire un espèce de bal annuel tous les ans, que Sophia, notre héroïne, elle a absolument pas envie de se trouver un mari, puisque en fait elle aimerait bien plutôt épouser sa meilleure amie. Donc elle est pas forcément ravie, donc j'en sais pas plus, je sais juste que c'est queer et que c'est une réécriture de Cendrillon. Voilà, ça se lira quand ça se lira, je suis pas pressée, mais c'est noté. Alors là c'est pas Hercule, mais c'est la mythologie grecque, il s'agit d'Ariane de Jennifer Sens, publié chez Sabran. Je me rends compte qu'en fait la plupart viennent de chez Sabran, ou de Saxus. Ce n'est absolument pas un post-promo pour cette maison d'édition, surtout que j'en achète de moins en moins chez eux, donc mais voilà, c'est ainsi. Là on est sur la réécriture du fil d'Ariane, et donc du Minotaure avec Thésée, qui va réussir à retrouver son chemin dans le labyrinthe grâce au fil d'Ariane. Et donc là on va vraiment se concentrer plutôt sur Ariane plutôt que sur Thésée. Ariane, je vous rappelle, qui est la princesse du royaume, en fait la fille du roi Minos, là où se déroule la terrible épreuve du labyrinthe avec le Minotaure. Et elle est pas super contente avec cette histoire là. Elle a pas vraiment comment dire, d'appétence avec le fait d'envoyer des gens au casse-pipe. Du coup elle se rebelle et c'est comme ça qu'elle va filer le fil de Thésée en fait, tout simplement. J'adore la mythologie grecque, celui-là il a de plutôt bons retours. J'ai hâte de voir ce qu'il en est, mais pareil, c'est un livre que je pourrais lire un petit peu tout le temps, donc j'ai pas de priorité, je me dis pas oh, celui-là il faut vraiment que je le lise maintenant. Puis en plus c'est tout bête hein, mais en fin d'année, avec les SP qui me restent, j'aimerais cleaner un petit peu mes SP pour repartir sur 2024 un petit peu voilà, sur de bonnes bases. Et même si j'en ai pas 50 000, hein, j'en ai avoir 4 ou 5, mais voilà, j'ai envie de faire ça avant la fin de l'année. Donc j'avoue que ce genre de titre, ça passe un petit peu après. Une très récente acquisition, il s'agit du Le Dernier Nom d'Albâtre de Dana Bechalis, publié chez Gulfstream. C'est un livre que j'ai acheté sous les conseils de mon ami Dylan de Vintage Daily Books, que je vous ai déjà cité auparavant, puisqu'il a adoré ce livre. À la base, j'étais censée le lire pour la dernière manche de la bataille livresque All Star avec les 3 gagnants, et lire un livre de ces 3 gagnants pour faire le gagnant suprême, mais très honnêtement, j'aurai pas le temps, je suis fatiguée et j'ai d'autres projets pour 2024 sur un petit peu ce même principe mais un peu différent. Du coup bah tant pis, ça va passer à la trappe, mais des fois faut s'écouter et faire ce qu'on a envie, et là j'ai pas vraiment envie de finir cette bataille livresque parce que j'ai trop de choses à lire avant et que j'ai pas envie de me stresser, j'ai pas envie de, voilà, de me forcer. Mais celui-là sera en plus parfait à lire cet été puisque c'est de la fantaisie orientale avec de la mythologie égyptienne, et ça c'est très cool parce que c'est quand même pas très courant. Et du coup j'ai très hâte de voir de quoi il s'agit, j'ai entendu des bonnes choses. Je vous avoue que Mystic Flown, même s'il y a énormément de coups de cœur, l'aspect robot et tout me tente pas plus que ça, donc je pense pas que je me pencherai sur cette saga. Mais ça, c'est un stand-alone, ça parle de mythologie et c'est de la fantaisie orientale, donc forcément ça me tente bien, ce sera parfait pour cet été. Un autre livre qui a fait un peu débat, il s'agit de Hôtel Magnifique de Emily J. Taylor, publié chez Bayard. C'est l'histoire d'un hôtel un petit peu magique, un petit peu cirquesque on va dire, avec des sœurs je crois en plus. Je sais que voilà, ce livre n'a pas fait l'unanimité. Je l'ai acheté parce que sur le coup j'avais envie, qu'il était beau. Des trucs débiles hein, mais parfois voilà, on a des impulsions, des achats impulsifs. Voilà. Du coup ben celui-là c'est pareil, je sais pas trop quand je vais le lire. C'est un petit peu redondant quand même cette histoire, non? Et ben je verrai bien, mais c'est pas dans ma priorité. Mais voilà, on verra. Pour l'instant j'ai toujours envie de le lire. En plus j'aime beaucoup la couverture, elle est quand même très belle. Donc on verra. Mais voilà, on verra. C'est peut-être celui qui me botte le moins parmi toute cette sélection. Qui vivra verra. Un VO, il s'agit de Dreams Lie Beneath de Rebecca Ross. J'ai adoré
Divine Rivals de l'autrice que j'ai lu il y a pas très longtemps, qui est une saga, et ça c'est un stand-alone de la même autrice. C'est un YA qui va parler en fait d'un royaume un peu maudit, et toutes les nouvelles lunes, il y a un déferlement de magie qui va aller dans les rêves des gens, et du coup il y a des magiciens qui protègent les rêves des gens, je crois. C'est un truc très mystique, très lyrique, ça me fait un petit peu penser forcément aux faiseurs de rêves. Je n'ai pas entendu énormément de retours parce que forcément c'est un VO, il est pas très connu. Je sais que Caro l'a adoré, déjà ça me donne envie de le lire, mais surtout j'ai failli le revendre, et puis j'ai lu Divine Rivals, et vu que j'ai adoré Divine Rivals, je l'ai gardé. Ça c'est un truc qui pour moi est très hivernal, voilà la dimension un peu onirique et tout, donc je pense que je le lirai cet hiver, j'essaierai du moins, parce que ça fait un petit moment qu'il est dans ma pile à lire quand même, ça doit faire plus d'un an, donc voilà, mais il sera lu évidemment au bout d'un moment, mais c'est pas une de mes priorités. Et enfin, je vais vous parler d'un livre qui du coup lui n'est pas du YA, mais qui s'inscrit pas mal dans le réalisme magique, et du coup c'est pareil, je l'ai acheté en plus en occasion, je l'ai toujours pas lu, ça ne va pas du tout. La mer sans étoiles d'Erin Morgenstern, publié chez Sonatine, tout simplement parce que il me fait peur. Il me fait peur parce que je sais qu'il est très particulier, qu'il est très long, très onirique, un petit peu Dark Academia, pareil, il y a des questions de voyage un peu dans les rêves ou dans le temps. On a un jeune homme en fait qui va aller dans une librairie et lire une scène de son enfance, et il va pas comprendre comment quelqu'un a pu écrire une scène de son enfance, et tout va commencer comme ça avec une société secrète. J'ai commencé à le lire, j'ai senti que c'était pas le bon moment, mais j'ai commencé il y a genre 2 ans, et du coup je me suis arrêtée, mais je pense que ça peut être un vrai coup de cœur, mais il faut que je le lise au bon moment, et pour l'instant je suis trop fatiguée pour pouvoir m'investir dans ce livre, mais c'est pas parce que je le garde depuis une éternité que je veux pas le lire, au contraire j'ai très envie de le lire, à mon avis je vais adorer. Donc voilà, je le lirai au bon moment. Ça aussi pour moi c'est très hivernal, donc on y croit cet hiver. Et voilà, je vous ai présenté donc tous mes fantasy fantastiques Dark Academia, un peu YA voire adulte, mais que j'avais dans ma pile à lire en stand-alone. Comme je vous l'ai dit, je ne vous ai pas mis les romans historiques, les thrillers, les contemporains, voilà tout ça, puisque finalement en fait j'ai très peu de sagas dans ces genres-là, donc ça aurait été beaucoup trop long, il y aurait eu quasiment toute ma pile à lire au niveau de ces genres-là, donc je me suis abstenue. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous la fais entre 2 semaines de formation, donc elle est un petit peu courte, mais j'avais envie de faire un truc un petit peu sympa, et quand j'ai vu la vidéo de Johanna, je l'ai trouvée trop chouette, donc j'ai eu envie de la refaire. Évidemment je vous mets le lien de sa vidéo qui m'a inspiré tout ça dans la barre d'infos pour que vous puissiez également aller la voir si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie de tout le soutien que vous m'apportez, vidéo après vidéo, vraiment merci beaucoup. En plus là je suis loin de chez moi, enfin là je suis revenue pour le week-end, mais je suis loin de chez moi en ce moment, donc ça me fait du bien de répondre à vos commentaires et de voir vos petits retours sur mes vidéos. Si vous êtes toujours là, n'hésitez pas à mettre un petit emoji 1, voilà, pour un stand-alone, vu que il est tout seul en général. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, mettre un petit commentaire et un pouce en l'air. Et comme d'habitude, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.